audit énergétique, comment développer une activité de diagnostic et de conseil. On précise qu'on va quand même, on va aborder un peu la copro, mais on va beaucoup plus parler là aujourd'hui de maisons individuelles, hein, ça va être le sujet. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table déjà de présentation, chers conférenciers, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être Jean-Michel pour vous présenter. Oui, Jean-Michel Catrin, donc je suis le fondateur de la société Testoon. Nous sommes spécialisés dans les appareils de test, mesure, contrôle et diagnostic. Et donc, à ce titre, nous accompagnons tous les professionnels qui travaillent sur les sujets liés à la santé, la sécurité, l'efficacité énergétique. Et depuis de nombreuses années, je suis partenaire donc, des conférences Améliorons la ville. Voilà, donc, Merci Jean-Michel pour votre expérience et puis aussi de participer à ces conférences et votre confiance. Ensuite, Stéphane. Oui, Stéphane Mouchot, je suis le directeur général de l'OPQIBI, l'organisme de qualification de l'ingénierie. Et en particulier, nous qualifions les prestataires qui réalisent des audits énergétiques. Voilà, merci à vous d'être là. Et puis ensuite Thierry. Oui, bonjour. Donc Thierry Marchand, je suis diagnostiqueur immobilier, ingénieur en bâtiment. Je suis membre de l'Alliance, qui est le syndicat des diagnostiqueurs national immobilier, on va dire. Et puis j'ai également un cabinet de diagnostic et je connais bien le monde de la performance énergétique. Voilà. Merci à vous. Bah, c'est super, on a un beau tour de table voilà, pour parler de ce sujet de l'audit. On va mettre la diapo, le premier quiz. Allez, on voulait vous mettre en forme là, cher public, sur le quiz. Et pour le public qui nous écoute, hein, qui sont plutôt des professionnels, est-ce que vous avez déjà réalisé un audit énergétique réglementaire? Voilà, on vous laisse répondre. Non, jamais, oui, souvent, oui, quelquefois. Jean-Michel a répondu aussi. Comme ça permet de savoir un peu qui on a dans le public. Voilà, donc bon, ça va continuer, mais on est oui, souvent, non, jamais, à peu près à égalité. On a un public de personnes qui sont connaisseurs et puis d'autres qui le sont moins. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir vous répondre, on espère. Alors Jean-Michel, on avait dit pour commencer, ça serait bien de faire une petite présentation, l'audit énergétique réglementaire, à quoi ça sert, c'est quoi? Peut-être rappeler un peu le cadre. un petit peu de cadrage, Voilà. effectivement. Donc, peut-être rappeler quelques étapes clés de ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, nous, chez Testoon, on a commencé à, je passerai les slides plus tard. On mettra les diapos plus tard. C'est en deuxième partie. Chez Testoon, on a commencé à s'intéresser aux audits énergétiques. La première fois qu'on a fait des guides sur l'audit énergétique, c'était 2012-2013. C'était après avoir aidé les diagnostiqueurs à s'équiper pour tout ce qui était lié à la sécurité et la santé. Donc, on a commencé ensuite à parler de diagnostic de performance. Et puis, 2012-2013, c'est l'époque où il y avait les premières obligations d'audit énergétique dans les très grandes entreprises. Donc là, on parle plutôt d'entreprises de plus de 5000 salariés, des gros chiffres d'affaires et donc dérivés d'exigences européennes. Et donc, on a commencé à proposer des kits de matériel pour les bureaux d'études qui étaient impliqués dans la réalisation d'audits énergétiques dans les entreprises. Alors, dans les entreprises, c'est quand même très différent de l'habitat, puisqu'on s'intéresse à trois postes. Le bâtiment, donc on va y revenir. Les systèmes, tous les systèmes qui peuvent être installés dans des usines. Évidemment, il y a beaucoup d'économies d'énergie possibles, électrique, pression et autres. Et puis les transports. Donc il y avait ces trois volets. Donc on a tout de suite plongé dans tous les sujets liés à l'audit énergétique. Et puis au fil de l'eau, il y a eu un ensemble d'autres dispositifs. Alors Stéphane, il faudra m'excuser, mais je suis pas forcément très copain lié avec les dates et encore moins avec les numéros de décret, hein, mais je connais les numéros de certification, de qualification, donc je vais essayer de pas me tromper, mais si je me trompe, il faudra me le dire. Donc ensuite sont arrivés différents dispositifs qui nécessitaient des qualifications, donc les audits dans l'habitat collectif, dans le tertiaire, puis sont arrivés les mécanismes d'audit dans l'habitat individuel. Et là, ça remonte, je pense, vers 2018. Donc, il y a eu
les qualifications associées, donc aussi bien de l'OPQ-IBI 1905, non c'est raté, 1911 c'était l'autre, et puis Calibat 8731 à cette époque. Donc on a continué à accompagner ce phénomène. Et puis loi climat et résilience 2019, ça ouais, 2021 qui commence à dire, eh bien, on va essayer de lier un dispositif d'audit énergétique avec les notions de, on va dire, aller vers une incitation à la rénovation, on va dire ça comme ça. Et donc, en liant l'audit énergétique suite à un DPE, on va inciter les propriétaires à faire des rénovations. Et donc, ceci a amené l'émergence d'autres dispositifs qui ont été proposés au bureau d'études, mais aussi aux diagnostiqueurs immobiliers. Et on a eu cette phase avec les audits énergétiques obligatoires, les audits énergétiques qui sont devenus réglementaires maintenant plutôt qu'obligatoires, et puis les incitatifs qui sont devenus plutôt des audits sur lesquels on peut obtenir des aides pour réaliser des travaux. Donc, un gros maquis, et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on suit tout ça. Et aujourd'hui, je dirais que il y a plein de dispositifs qui existent. Il y a eu aussi ces 2 dernières années, je pense que vous reviendrez là-dessus, au niveau des diagnostiqueurs, différentes phases, puisqu'il y a eu une phase de montée en puissance des diagnostiqueurs avec des dispositifs transitoires au niveau de la compétence. Et aujourd'hui, alors c'est vrai que je suis censé introduire le travail sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un audit énergétique réglementaire et un audit énergétique incitatif. Il y a plein de professionnels qui peuvent réaliser ces différents audits dans des cadres un petit peu différents, avec des exigences de compétences, des signes de compétences différents. Et effectivement, par exemple, aujourd'hui, effectivement, des audits énergétiques, on peut vous en proposer par des bureaux d'études, par des entreprises, par des diagnostiqueurs immobiliers, par des architectes. Et puis, il y a aussi toujours réel de gens, vous allez dans les salons de la rénovation de l'habitat, il y a plein de gens qui vous disent je vous fais un audit gratuit. Alors moi, ça fait des années et des années que ça m'amuse. Je vous fais un petit jeu, je vais dans les salons et je vous fais un audit énergétique gratuit de votre maison. Ah bon, vous allez venir chez moi? Non, mais on va le faire ici sur le stand. Et comment ça se passe l'audit? Vous allez m'expliquer ce que vous avez chez vous et puis on vous dira ce qu'il faut faire pour rénover votre bâtiment. Et en général, je leur réponds, montrez-moi votre carte de visite parce que je sais que si vous vendez des fenêtres, vous allez me proposer des fenêtres et je sais que si vous vendez des chaudières, vous allez me proposer des chaudières. Et donc, la notion d'audit énergétique, elle reste encore assez floue, je pense, pour beaucoup. Et je pense que l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est d'essayer de clarifier ces différentes prestations et voir qui peut en bénéficier et comment. Voilà, merci Jean-Michel là, pour cette introduction. Alors Thierry, pour continuer, si on fait un peu d'historique, loi climat résilience, MAR et l'audit ont structuré la filière. Alors on aimerait savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de diagnostiqueurs immobiliers formés et certifiés. Alors, le marché de l'audit énergétique, comme l'a dit Jean-Michel, a démarré sur le point de vue réglementaire en 2021. 1er avril 2023 a été rendu obligatoire l'audit énergétique dans les maisons individuelles. Alors, c'est issu, ce que j'aime bien le rappeler, de la Convention citoyenne pour le climat. Ce n'est pas une lubie du législateur ou une lubie d'un gouvernement. Ça reste une volonté quasiment viscérale de la Convention citoyenne pour le climat qui avait demandé cette exigence lorsqu'on achète un bien, que l'on soit informé du coût global de la mise en rénovation énergétique de son logement, c'est-à-dire d'arriver à une note de performance classe de performance la plus parfaite, A ou B en termes de classification. Donc l'audit énergétique est arrivé en 1er septembre 2023, principalement pour les maisons et les immeubles en monopropriété, c'est-à-dire où on a un décisionnaire unique, le propriétaire, vendeur, ou le propriétaire, acquéreur. Donc l'objectif, on a imposé au vendeur de fournir à l'acquéreur, dans le même cadre que l'ensemble des diagnostics immobiliers qui sont aujourd'hui, la liste est longue, c'est encore allongé, on a à peu près 13 documents à fournir dans un acte de vente. Et donc, dans ces 13 documents à fournir, on a maintenant l'audit énergétique si le logement, la maison individuelle ou si l'immeuble collectif, en monopropriété, ça ne concerne pas les copropriétés. Les copropriétés, c'est un autre dispositif qui a été mis en œuvre.
Et donc, si le logement est classé F et G en 2023, et puis maintenant, en 2025, depuis le 1er janvier 2025, on a étendu en E. Et à partir du 1er janvier 2034, on aura également le D. C'est-à-dire que D, E, F et G, c'est presque 55% des maisons en France. Donc, ça veut dire que toute maison, à un moment, aura un audit énergétique pratiquement. Ce qui est important à prendre en considération, ce qu'a voulu également le législateur, c'est que cet audit énergétique soit livré et fourni lors de la première visite du futur acquéreur. Donc, pour qu'il puisse déterminer ce qu'il y a, les travaux, les pistes de travaux effectuées. Alors, qu'est-ce que c'est cet audit? Cet audit énergétique réglementaire se base sur le même calcul que le DPE, c'est-à-dire que c'est une méthodologie dite 3CL, c'est un parcours, c'est un système, une étude thermique, on va dire, un peu simplifiée. Et donc, on a un outil qui va faire une évaluation de la performance énergétique avec un état initial. Le logement est classé, la maison individuelle, pardon, classée A, B, C, D, E, F, G. Donc là, ça sera le cas présent. En termes d'obligation, on va dire on a une maison qui est classée en E. Et quel est le parcours de travaux que je dois faire pour atteindre la classe A ou la classe B? Eh bien, ceci, ça nécessite au professionnel qui va réaliser cet audit, donc un auditeur. Dans le cadre, il y a énormément de diagnostiqueurs qui le font aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça le fait dans le cadre de la vente. Et ils sont habitués à intervenir pour l'amiante, le plomb, l'électricité, le gaz dans le cas de l'amiante. Mais c'est un véritable diagnostic technique complet. Quand je fais plusieurs formations avec plusieurs populations, je rappelle toujours que l'audit énergétique, c'est le diagnostic technique le plus complet qu'il soit, puisqu'il doit embarquer l'ensemble des problématiques de pathologie et de désordre que l'on puisse identifier, connaître les règles d'urbanisme, parce qu'en fonction des règles d'urbanisme, on ne va pas pouvoir rénover comme on le souhaite en changeant les fenêtres, par exemple, en mettant quel type de fenêtre, est-ce que je mets du PVC, du bois ou de l'aluminium. On a des règles de PLU à connaître, il faut connaître donc tous ces éléments-là sur le lieu du bien. Et également, il faut connaître évidemment les maîtrises de l'enveloppe thermique, des systèmes mis en œuvre, de chauffage. Bien connaître la ventilation, un sujet qui va de plus en plus être fondamental et pivot dans toute la rénovation énergétique. Et maintenant, depuis quelques temps, enfin, on prend en compte le confort d'été, avec notamment les matériaux biosourcés, le renouvellement d'air, l'inertie thermique. Donc, il y a l'obligation, quand on fait un audit énergétique, qu'il soit réglementaire et de toute façon, à minima volontaire. On doit préconiser toujours deux types de scénarios. Un premier scénario, qu'est-ce que je fais pour sortir autant que possible de la situation dite de passoire thermique? C'est-à-dire qu'il faut que je sois au minimum en D, voire bientôt en C. Et le deuxième parcours de travaux qu'on doit préconiser, c'est atteindre à minima la classe B. Tout en respectant ce que l'on appelle la rénovation énergétique performante, qui, elle, peut dans certains cas, on s'arrête au milieu du gué, puisqu'on a des contraintes techniques, contraintes patrimoniales. Et là, le diagnostiqueur qui réalise ce type d'audit, ou un auditeur, il doit bien maîtriser cette notion d'exception à la rénovation énergétique qui sont liées notamment à des problématiques de pathologie que l'on peut rencontrer, notamment, moi qui suis un breton, je rencontre de temps en temps des problématiques de mérule. Et isoler un bâtiment sur de la mérule, c'est toujours difficile. Il y a d'autres chemins et on est bloqué souvent en amélioration de performance énergétique. Voilà, donc le diagnostiqueur qui réalise cet audit va chiffrer l'ensemble des travaux à effectuer, c'est-à-dire l'isolation, améliorer l'isolation, l'enveloppe et également tous les travaux à faire. Alors, qui sommes-nous en France et combien de chiffres, quels sont les chiffres? Ce document est assez intéressant puisque depuis le 1er septembre 2023, parce qu'on a eu un retard à l'allumage sur le lancement de l'audit énergétique réglementaire, donc ceux qui sont aujourd'hui les audits, tous les audits qui sont réalisés par les professionnels, qu'ils soient bureaux d'études, architectes ou diagnostiqueurs, ont l'obligation de les déposer à l'ADEME pour qu'ils aient un minimum de validité. Et on a aujourd'hui, à hier, 523 000 audits qui ont été mis en place. Et on estime, on est arrivé à un seuil en 2024, on a fait 165 000 audits énergétiques en 2024. Mais là, on a quasiment doublé le nombre d'audits réalisés en 2025, puisqu'on a plus de 90% en 2025, ce qui nous fait donc un parc aujourd'hui de 523 000 maisons individuelles cumulées. Donc je mets par contre un petit bémol. En 2026, on va avoir un changement, ce qu'on appelle le CEP, le coefficient d'énergie primaire, notamment pour les maisons chauffées en chauffage électrique. On a des maisons qui sont en classe E en chauffage électrique qui nécessitent aujourd'hui un audit énergétique réglementaire obligatoire. Certaines maisons qui sont classées en E à partir du 1er janvier seront classées en D. Donc le D n'aura plus d'obligation de déclencher un audit énergétique. Donc on va avoir
probablement une baisse assez significative quand même sur le 2026. Ouais, mais ce qu'on voit là, juste sur les chiffres, on est passé de 150 à 300 hein, à peu près. Et donc, on va baisser un peu. On va baisser de 50 000 à peu près. On va rester à 250 000. Hein, c'est Oui, ça pour parce que donner. c'est principalement le parc immobilier aujourd'hui qui est passoire thermique. Ça reste le fuel, ça reste de l'énergie fuel, ça reste de l'énergie gaz et un peu d'électricité, mais bon, ça reste quand même. C'est-à-dire, les maisons individuelles chauffées en chauffage électrique sans isolation, ça doit quand même rester relativement rare. 250 000, c'est là où je voulais en arriver. Oui. Ça représente un marché quand même qui est Ah, c'est considérable. considérable, 250 000. Parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. C'est quoi le prix de vente? On n'en a pas parlé, mais le prix de vente moyen d'un audit sur une maison alors, vous avez pas, ça va être compliqué. Hein, on va me dire, Ouais. oui, ça dépend de la taille de la maison, Oui. la couleur des murs. Je ne conçois pas un audit à moins de 800 € minimum Ouais. hors taxe. Je parle toujours en hors taxe parce que moi, les prix et le TVA, je ne vis pas avec. Donc, c'est minimum. Après, ça peut aller beaucoup plus en fonction de la complexité. C'est un véritable diagnostic technique complet. Hein. Donc, si on fait 1 000 €, bon, pour arrondir, ça fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires global voilà, sur une filière. Hein. Je donne quelque chose de très grossier, mais pour donner une idée. Hein. Sur le volontaire, enfin sur l'obligatoire, sur l'audit énergétique obligatoire que l'on doit à un acquéreur qui achète un bien. Et là, on ne parle pas des audits qui ne sont pas réglementaires, qui sont volontaires, où là, le propriétaire qui veut faire une amélioration de la performance énergétique, ça va beaucoup plus. D'accord. Et dans le cadre de MaPrimeRénov'? Ils sont normalement, c'est tous les MaPrimeRénov', ils sont effectivement inscrits dans cette base de données. Ouais. Il n'y a pas que ceux qui sont vendus, tout à fait. Ok. Donc, des chiffres clés. Alors là, il y avait. Là, c'était pour rappeler les chiffres clés. Aujourd'hui, on a environ 3500 diagnostiqueurs qui réalisent ces audits en France. Soit on dit à peu près une centaine d'audits par diagnostiqueur. Bon, le montant est un peu, le quota est un peu élevé parce qu'il y a quand même des bureaux d'études thermiques qui font aussi ce type d'audit en maison individuelle. Mais ça reste quand même l'immense majorité des diagnostiqueurs qui le font au quotidien. Et je rappelle également que l'audit énergétique, lorsqu'il est intégré dans un acte de vente, donc il est totalement intégré dans les 13 éléments nécessaires dans ce qu'on appelle le dossier diagnostic technique, à ce moment-là, ce qui a été inscrit dans cet audit énergétique ou pas, ce qu'il y est présent ou ce qui n'est pas présent, est totalement opposable au vendeur. Donc s'il y a un problème, une pathologie qui n'a pas été identifiée et qui aurait dû être identifiée par le diagnostiqueur qui a fait un audit, eh bien l'acquéreur peut engager la responsabilité du vendeur, évidemment, engager la responsabilité du diagnostiqueur. Et là, c'est beaucoup plus lourd que le DPE, parce que le DPE, on va donner une classe de performance, un niveau de classe. Les préconisations de travaux, ce n'est que de l'information non opposable. Par contre, dans l'audit énergétique, tout est opposable, de la classe de performance, la classe future à atteindre en fonction des scénarios de travaux qui aura été préconisés. Et donc, s'il y a quelque chose, il y a des écueils en cours de route et qui auraient pu être évités et informés par le diagnostiqueur, la responsabilité, lui, est totalement importante. Oui, donc moi, si le diagnostiqueur ou le bureau d'études m'a produit un audit et sur lequel on m'a dit, voilà, pour faire les travaux, ça va coûter 100 000 €, si en vérité ça coûte 300 000 €, est-ce que c'est opposable? Est-ce qu'on peut aller chercher sa responsabilité? Le coût est différent. Sur le coût, je mets un bémol parce que le coût, c'est très délicat. Parce qu'on peut avoir, en fonction des types de matériaux qu'on va mettre en œuvre, on peut avoir le même coût. Sur le parcours de travaux, là, c'est opposable. C'est-à-dire que si le diagnostiqueur a oublié d'identifier, moi j'ai eu le cas sur des mises en place de pompes à chaleur sur des zones où c'est totalement, où le PLU ne prévoit pas cette possibilité parce qu'il y a une modification de la façade extérieure, voilà, et donc il n'arrive pas à mettre une pompe à chaleur, donc à améliorer sa note énergétique. Là, il y a une responsabilité. J'ai un sujet aujourd'hui sur la région de Bordeaux dans ce sens. Oui, donc s'il n'arrivait pas à atteindre le niveau de performance énergétique. Pas sur le montant des travaux, c'est toujours délicat parce que entre l'appréciation des coûts des travaux, je me méfie. Bon, entre 100 000 et 300 000, il doit y avoir un problème. Oui, c'est plutôt sur le résultat. Alors, ensuite, les enjeux pour la filière, ça c'est. Voilà, pour les enjeux pour la filière, ce qui est important à comprendre, c'est que l'audit énergétique a été voulu par la Convention citoyenne pour le climat, donc c'est-à-dire des citoyens qui se sont réunis pendant quelques temps pour demander vraiment une transparence, que l'acquéreur soit bien conscient de ce qu'il achète, s'il achète une épave, il doit le savoir que c'est une épave thermique, donc qu'il soit sensibilisé à ce qu'il achète. D'ailleurs, ça n'a pas fait défaut, hein, les banques qui financent aujourd'hui les acquéreurs
demande le DPE. Et si le DPE est en E, F et G, demande un minimum de travaux à réaliser pour pouvoir financer le bien. De plus en plus, les banques refusent de financer ou un bien qui est dit en passant thermique E, F et G. Il faut donc accompagner les travaux. Il faut planifier la rénovation énergétique. L'avantage de cet outil aujourd'hui pour les Lion Seekers sont totalement impliqués dans cette notion de feuille de route de la rénovation énergétique, ce qu'on appelle rénovation énergétique performante. La classe idéale est le B, mais on peut s'arrêter en cours de route pour des raisons techniques ou pathologiques. Heureusement, on n'est pas là pour détruire le bâti ancien, notamment, on est là pour le préserver. Donc, dans certains cas, on va se bloquer. Identifier vraiment la valeur du bien, parce que ce qui est intégré dans l'esprit aussi de la Convention citoyenne pour le climat, c'était d'intégrer le coût de la rénovation énergétique, et donc quelque part de valoriser ce qu'on appelle la valeur verte. La valeur verte, c'est pas le bien que je vends, c'est bien le bien que j'ai en ma possession et qui est classé en C, en D, en E, excusez-moi, ce qui est classé en C, en B ou en A. Là, on est véritablement sur un bien classé vert. Et donc, c'est bien cet esprit-là. Quels sont les outils que l'on met en œuvre? Quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre cette classe? Et puis, définir les aides, les accès aux aides et également l'espace final. J'écoutais ce matin le projet quand même des citoyens en France, c'est d'avoir une maison d'habitation. 56% des Français veulent une maison d'habitation. Et leur première envie de cette maison d'habitation, c'est de la transmettre à leurs enfants. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la contribution de l'audit énergétique s'inscrit parfaitement dans la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique, c'est un des outils. Voilà, et puis vous avez une dernière diapo, effectivement. Oui, pour rappeler ce que je représente. Là, aujourd'hui, je représente l'Alliance du Néo-Cycle Immobilier, qui est un syndicat professionnel. On s'est unifié ces dernières années avec deux syndicats pour dynamiser notre profession auprès des pouvoirs publics, auprès du public, parce que c'est important, aussi important d'être auprès du public que les pouvoirs publics, et puis pour pouvoir défendre notre profession à juste titre en fonction de toutes les spécificités de nos différents métiers. Mes métiers sont très très larges, ne se limitent pas qu'à la rénovation énergétique, c'est beaucoup plus large. Voilà, merci pour cet état des lieux. Alors, on va continuer avec vous, Stéphane, parce que vous connaissez particulièrement ce sujet. Et puis, on voulait aussi tirer le fil quand on a préparé cette conférence, parce qu'il y a un décret qui est aussi en préparation, et on voulait avoir votre avis, parce que vous travaillez beaucoup avec les bureaux d'études aussi, avoir votre avis sur d'un autre point de vue, pas le point de vue des diagnostiqueurs, mais aussi le point de vue des bureaux d'études. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer alors où on en est? Là, on a dressé le tableau, mais où est-ce qu'on va aller avec l'audit, avec ce décret? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, plutôt que parler de bureau d'études, je parlerai de prestataires d'audit. Ouais. Parce que dans les prestataires d'audit, il n'y a pas que des bureaux d'études parmi ceux que l'on qualifie. Ouais. Effectivement, aujourd'hui, il a été rappelé, plusieurs catégories d'acteurs sont autorisés à réaliser les audits énergétiques réglementaires. Audits énergétiques réglementaires qui concernent également les audits incitatifs liés à MaPrimeRénov' notamment, puisque le contenu est devenu réglementaire, il n'y a plus qu'un seul contenu d'audit. Oui, donc cet audit, il sert aussi dans le cadre de MaPrimeRénov'. Il sert aussi dans le cadre de MaPrimeRénov', puisque depuis maintenant 2024, les deux audits qui existaient auparavant, qui avaient un contenu différent, ont fusionné. Oui. Voilà. Et Donc ça, c'est une fusionné simplification. en audit réglementaire. Voilà, c'est une simplification qui est plutôt pas mal pour les particuliers qui n'ont pas besoin de faire deux audits. Et ça simplifie, mais après, on va en discuter. Voilà. Je vois que vous avez peut-être un point de... Voilà, j'emploierai pas le terme de simplification, mais en tout cas, c'était l'objectif qui était voulu par les pouvoirs publics. Donc, et parmi les prestataires qui sont autorisés à réaliser ces audits énergétiques, il y a plusieurs catégories. Il y a, on l'a rappelé, les plus récents, ce sont les diagnostiqueurs certifiés audit. Il y a les prestataires qualifiés, donc les prestataires d'audit qualifiés. Il y a également les architectes formés à l'audit énergétique. Donc, 3 catégories d'acteurs. Moi, en tant que directeur général de l'OPQ-IBI, la population que je connais le mieux, ce sont les prestataires qualifiés, puisque nous sommes le principal organisme de qualification de ces prestataires. D'accord ? Et les modalités de qualification de ces prestataires ont été définies dans un décret, le décret du 30 mai 2018, qui fait l'objet actuellement d'une évolution. Donc, ce que je peux vous dire, ce sont des prévisions. Rien n'est encore acté.
Donc ce décret sur le champ sur lequel quelles sont les modifications, sur quel champ ils vont s'opérer les modifications? Alors, les champs, ils sont très simples. C'est augmenter les exigences à l'entrée de la qualification et augmenter les contrôles Mmh. durant le cycle de qualification. Donc Donc ça, pour la maison individuelle. ça, c'est pour les prestataires d'audit Pour qualifiés. les prestataires d'audit qualifiés. Combien il y a Enfin, je ne parle que de cela. Oui, il y en a combien de prestataires d'audit qualifiés? Alors, les prestataires d'audit qualifiés à l'OPQBI, il y en a 1 millier Ouais. et il y en a une centaine chez Calibat Ok. au jour d'aujourd'hui. Donc, on est à peu 1100. près à 1100. Versus 3000 diagnostiqueurs, par exemple, pour donner. Voilà. Les architectes, il y en a combien à peu près? On a une idée? Aucune idée. Ouais. Ok. Parce que ce ne sont pas les architectes, ce sont les architectes formés. Formés, on a compris. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, il y a à peu près un gros millier de prestataires qualifiés en maison individuelle. D'accord. Et le décret du 30 mai 2018 fixait les conditions et les modalités de qualification des prestataires réalisant des audits énergétiques en maison individuelle. Ouais. Pour ce qui concernait l'habitation collective, il renvoyait vers la qualification définie dans un autre arrêté dont il a été question tout à l'heure par Jean-Michel, c'est l'arrêté relatif aux audits énergétiques entreprises, puisque dans le décret du 30 mai 2018, il avait été décidé que pour réaliser les audits énergétiques de monopropriété, notamment, les prestataires devaient être qualifiés selon les modalités de l'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux audits énergétiques entreprises qui posaient des problèmes. Ce qui continue de poser des problèmes, d'où l'évolution également, une autre évolution du décret du 30 mai 2018, c'est que ce 30 mai ne va plus se limiter aux conditions et modalités de qualification des prestataires d'audit réalisant des audits énergétiques de maisons individuelles, mais il va également créer un référentiel dédié pour les prestataires d'audit réalisant des audits énergétiques pour les habitations collectives, à savoir les monopropriétés et les copropriétés. Donc ça sont les deux principales évolutions qui devraient être intégrées au futur décret. Donc augmentation des exigences à la qualification, renforcement des contrôles et également création d'une qualification dédiée pour l'audit énergétique habitation collective. Si je comprends bien, un diagnostiqueur qui veut aller sur le marché de l'habitation collective, il doit passer par la filière prestataire d'audit qualifié. Alors, le diagnostiqueur en tant que tel certifié ne peut pas réaliser les audits énergétiques d'habitation collective. S'il le souhaite, effectivement, s'il a un cabinet, puisque quand on parle de prestataire qualifié, on parle de structure, on parle de personne morale versus personne physique pour les diagnostiqueurs. Mais s'il s'agit d'un cabinet de diagnostic qui souhaite réaliser des audits énergétiques d'habitation collective, il devra demander sa qualification. Voilà, ça c'est très clair. Merci d'avoir précisé. Là, on commence à y voir clair sur le sujet. Merci à vous deux. Allez, on continue. Donc, la deuxième diapositive, c'est ce que je viens de dire, j'ai anticipé, c'est ce qui était inclus dans le décret, donc on peut passer cette diapositive. Là, je vous avais fait une petite diapositive sur le nombre. Alors, on parle toujours du nombre de qualifiés, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir combien il y a eu de qualifiés par rapport au nombre de qualifications demandées. Et donc, vous voyez qu'il y a eu 1690 demandes de qualification sur les 4 dernières années, parce que c'est sur les 4 dernières années là que j'ai les chiffres, 1027 obtentions. Parmi ces 1027 obtentions, vous en avez 644 qui sont des qualifiés définitifs et 443 qui sont des qualifiés en probatoire, puisque le décret du 30 mai 2018 prévoit qu'une structure qui n'a pas encore réalisé d'audit, mais qui répond aux exigences de compétences, puisse bénéficier d'une qualification probatoire. Et cette qualification probatoire est valable 1 an. Non renouvelable. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a 60% des qualifiés qui le sont de manière définitive, c'est-à-dire en tout cas qui obtiennent une qualification pour 4 ans, et 40% qui le sont en probatoire et qui doivent la transformer au bout d'1 an. Et c'est là où on a aussi beaucoup de déchets. Les refus et les déqualifications, c'était 519. Alors ça, ce sont les chiffres de l'OPQIBI. Je n'ai pas les chiffres de Calibat, bien évidemment. Vous avez les suspensions, vous avez les abandons, notamment les abandons liés au fait qu'ils ne peuvent pas répondre aux exigences. Donc on a quand même un fort taux de refus ou de non-transformation de qualification probatoire en qualification. Et je vous ai mis un chiffre qui est quand même assez parlant, qui concerne les référents techniques. Alors, qu'est-ce que c'est un référent technique? Dans le décret du 30 mai 2018, on dit qu'au sein d'une entreprise, il doit y avoir des référents techniques. Et ces référents techniques, ce sont les référents audit énergétique. Ce sont ceux qui soit valident,
soit réalisent les audits énergétiques. Et il a été défini des exigences à respecter par ces référents techniques. Et parmi ces exigences, il y a évidemment la formation initiale, l'expérience, la formation continue, ou en alternative à la formation continue, un QCM. On a fait depuis 2020 passer 401 QCM. Nous avons eu un taux d'échec de 92,5%. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas voulu passer par la formation continue. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, le biais, c'est que ceux qui échouent vont faire leurs 2 jours de formation, parce que la formation, c'est 2 jours aujourd'hui. Et une fois qu'ils ont fait leurs 2 jours de formation, on ne peut plus rien dire. Ouais. Bien qu'ils aient échoué dans 9 cas sur 10. Oui. Vous leur faites pas passer le QCM. Non, ce n'est pas ce qui est prévu dans le décret du 30 mai 2018. Ce qui va être prévu dans le futur décret, c'est que le QCM va être obligatoire. Donc, il y aura formation plus QCM obligatoire. Ça va être redoutable. Là. Ça risque de saigner un petit peu. Alors, ça risque de saigner, mais nous, ce que l'on a demandé au pouvoir public, c'est que plutôt que d'imposer des contrôles pendant le cycle de qualification en laissant rentrer beaucoup de monde au début, c'est de laisser rentrer moins de monde au début, c'est-à-dire d'augmenter les exigences, les conditions d'accès à la qualification pour ceux qui respectent vraiment ces exigences, et après de faire des contrôles adaptés. Parce que ça ne sert à rien de massifier en disant on fait rentrer et puis après on contrôle. Non, il faut à l'entrée que les prestataires qui obtiennent leur qualification répondent à des exigences fortes, strictes et rigoureuses. Alors, Stéphane, est-ce que les bureaux d'études se sont emparés de ce marché de l'audit? Finalement, parmi cette population-là, c'est qui derrière les prestataires d'audit qualifiés? Alors, historiquement, le PQIB qualifie les prestataires d'ingénierie, c'est-à-dire les bureaux d'études et les sociétés d'ingénierie. S'agissant de l'habitation individuelle, ce n'est pas un marché qui attire beaucoup les acteurs historiques de l'ingénierie. Donc, parmi les qualifiés, vous avez certes des bureaux d'études traditionnels, mais la majorité, ce sont soit des reconversions, soit des salariés d'entreprises ou de bureaux d'études qui ont décidé de monter leur structure, bien souvent des structures unipersonnelles. J'étais au ministère la semaine dernière, 56% des qualifiés sont des structures unipersonnelles en audit énergétique maison individuelle. Donc, c'est un public qui n'était pas un public traditionnel de la qualification et de l'ingénierie. D'où d'ailleurs quelques difficultés, parce que quand vous avez un thermicien qui monte sa boîte et qui vient chercher sa qualification, il a derrière lui des compétences et une expérience, plus ou moins longue, mais il a une expérience et il sait ce dont il parle. Quand vous avez des personnes en reconversion à qui on a demandé 2 jours de formation à l'audit énergétique, c'est un peu plus compliqué pour dire que ce sont des personnes qui ont les compétences nécessaires pour comprendre la thermique. On va y revenir parce que là, il y a un débat qu'on va opérer aussi. Donc, il y avait un autre diapo. Oui, on a regardé les deux tableaux parce que j'ai l'impression que les 2 tableaux se ressemblaient. Il y avait un deuxième tableau. Non, alors le deuxième tableau, c'est ce qui concernait la qualification d'audit énergétique bâtiment habitation collective. Ah oui, ça c'est collectif. Voilà. Et là, vous voyez qu'on est quand même sur déjà un peu moins de refus de déqualification, un peu moins d'abandon. Pourquoi? Parce que là, on est sur des populations traditionnelles de l'ingénierie, c'est-à-dire que sur l'habitation collective, alors mis à part la copropriété, où c'est vrai que les prestataires d'ingénierie s'y mettent de plus en plus, mais n'était pas un marché, je dirais, fortement souhaité par les bureaux d'études. Là, on est sur de l'habitation collective, donc ça veut dire du bailleur social, ça veut dire de la copro, ça veut dire aussi du tertiaire. Donc là, on a du B2B avec des acteurs traditionnels de l'ingénierie. Voilà, donc ça c'est très clair. Merci d'avoir comparé ces 2 sujets. Alors, les évolutions, effectivement. Alors, les évolutions, je les ai évoquées, hein, mais alors, à ce jour, l'objectif, il est clair, c'est renforcer la qualité et la fiabilité des audits énergétiques. Et je rajouterais, parce que j'ai eu un rendez-vous avec Antoine Caron la semaine dernière, sous-directeur à la DHUP, il y a un autre objectif qui est diminuer de la fraude. Voilà. Sans qu'on sache
qui sont les fraudeurs, combien il y a de fraude, etc. Mais c'est renforcer la qualité et la fiabilité des audits énergétiques et diminuer les fraudes. Bon. Les principales évolutions prévues, ce sont déjà l'augmentation du nombre de référents techniques exigés par structure. On était sur un nombre qui était de 1 référent technique par tranche de 20 auditeurs. On va passer à un référent technique exigé par tranche de 10 auditeurs et peut-être même par 5 auditeurs. Renforcement des prérequis à satisfaire par ces référents techniques en matière de compétences et d'expérience en thermique. Il y a un renforcement des exigences de formation à l'audit énergétique, puisque actuellement, la formation qui était exigée, c'est une formation de 2 jours. Là, elle va être modulée en fonction de la formation initiale du référent technique. Si je suis ingénieur thermicien, ça sera 3 jours. Si je suis un niveau technicien dans la thermique, ça sera 5 jours. Et pour tous les autres, ça sera 8 jours. Donc, il y a une modulation qui est quand même assez intéressante. Réussite obligatoire à un QCM, que vous ayez fait la formation. De toute façon, vous allez être obligé de réussir ce QCM. Il va y avoir une augmentation du nombre de rapports d'audit à évaluer par l'organisme de qualification et des contrôles prévus durant le cycle de qualification. Un contrôle sur site, alors sur site qui n'est pas forcément un terme approprié, mais ça va être surtout des interviews directes des référents techniques et des auditeurs énergétiques, plus un contrôle sur ouvrage, en plus des contrôles documentaires. Et comme je le disais, il va y avoir dans ce décret le référentiel pour une nouvelle qualification liée aux audits énergétiques de monopropriété et de copropriété. La date de publication, elle est prévue début 2026 et l'entrée en vigueur, normalement, janvier 2027. Voilà, donc ça c'est très clair. Donc ça concerne les prestataires d'audit qualifiés. Les diagnostiqueurs ne sont pas concernés par ça. Non, non, ils ne sont pas concernés. Le travail sur la certification des diagnostiqueurs pour l'audit énergétique a déjà été engagé il y a déjà 1 an. Donc, c'est vrai qu'il y a un renforcement de la profession ces derniers temps. Et donc là, il y a un équilibrage par rapport à l'audit énergétique sur une rigueur beaucoup plus drastique qu'on a déjà appliqué sur les diagnostiqueurs et maintenant qu'on a tendance à appliquer sur les bureaux d'études. Le nombre de jours de formation a déjà été Ah oui, déjà musclé, parce qu'il faut déjà connaître le DPE, avoir une formation sur le DPE aguerri. Ensuite, il faut avoir une formation complémentaire sur la certification pour atteindre la certification. On a le QCM évidemment à passer. On a la partie pratique. Dont les résultats n'étaient pas non plus très fameux en début d'année. Oui. Et c'est le même QCM? Oui, Ah. parce que il y a. Oui, Ah, c'est le même QCM là. ils vont se calibrer. Ils sont à peu près sur la même. Ah oui. Il y a quand même une équité. Il faut qu'il y ait une équité. On est sur 2 métiers. On est sur 2 approches métiers différentes, même si la finalité est la même chose. Donc, il faut qu'il y ait quand même une équité sur Les architectes, alors, ils sont dispositifs. aussi soumis au QCM ou pas? Ah, non, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Les architectes, le décret du 30 mai 2018 ne prévoit pas d'évolution des exigences qui leur incombent. Bon, on a. Pour quelle raison alors les architectes seraient pas Alors, sont pour plus quelle raison? Je réputés, ne me permettrai pas de répondre à la place des pouvoirs publics. c'est l'ordre En des tout cas, architectes. nous avons fait savoir que nous trouvions anormal que les exigences soient renforcées pour toutes les catégories d'acteurs, sauf pour les architectes. Même si les architectes sont une profession ordinale, la profession ordinale, elle ne concerne que le métier de l'architecture. Or là, on est sur un métier d'audit énergétique. Or, il nous paraît normal que sur cet aspect audit énergétique, les architectes soient, au même titre que les diagnostiqueurs et au même titre que les prestataires qualifiés, soumis au même renforcement des exigences. Alors là, je voyais une dernière diapo. Pour ceux qui auraient déjà été qualifiés sur l'ancienne mouture du décret, Alors, voilà, il y a le nouveau décret, comment ça va se passer pour eux? Alors, il va y avoir une période de transition. Normalement, alors tout ça, je dis, Ouais, rien n'est officiel aujourd'hui. Normalement, ceux qui sont déjà qualifiés aujourd'hui n'auront à respecter les nouvelles exigences qu'au moment du renouvellement de leur qualification. Puisqu'une qualification est valable 4 ans. D'accord? Ah oui. Sauf pour ceux qui sont qualifiés en probatoire. Ceux qui sont qualifiés en probatoire devront directement respecter les nouvelles exigences du nouveau décret. Ouais. D'accord? Pour les référents techniques, ce qu'il est prévu aujourd'hui, c'est que les référents techniques qui avaient été validés dans le cadre du décret du 30 mai 2018 ne soient pas obligés de satisfaire aux nouvelles exigences. Ils ont été validés, la DHCP nous dit, on considère qu'ils sont validés, point. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu.
Maintenant, il y a des discussions qui sont encore en cours. Je vous dis, j'étais à la DHUP la semaine dernière. On a eu un important rendez-vous là pendant 2 heures. Je sais que la fédération Sinov voit la DHUP vendredi. Bon, les choses peuvent encore bouger à la marge, mais en tout cas, les grandes lignes devraient être celles que je viens de décrire. On a une idée du nombre d'auditeurs que ça fait, le dispositif? Parce qu'on connaît, il peut y avoir 20 auditeurs dans une entreprise avec un référent technique qualifié. Et d'un côté, il y a énormément d'entreprises unipersonnelles, et puis il y a des grandes entreprises. Parce que si on essaie de comparer, par exemple, 3500 diagnostiqueurs certifiés, là, on a un chiffre sûr du nombre d'auditeurs diagnostiqueurs. Oui, alors, nous, normalement, on devrait avoir ces chiffres, puisque les audits étant déposés sur l'observatoire, les observatoires étant déposés par les auditeurs, on devrait avoir les statistiques. Or, l'observatoire ADEME ne permet pas aujourd'hui de tirer des statistiques. Nous, on l'a demandé. Et puis, il y a eu des imbroglios sur l'observatoire où, pour les entreprises qualifiées, certains ont cru que c'était le dirigeant qui devait déposer les audits. Donc, vous avez des audits qui, pour une même personne, ont été réalisés, qui ont été réalisés par une entreprise et qui ont été déposés par une seule et même personne, même si cette personne n'a pas réalisé les audits. Donc, ça a été il y a eu un flou apparemment sur qui devait déposer les audits énergétiques sur l'observatoire ADEME. Bon, ça commence à se régulariser. Donc, mais l'observatoire est une source importante d'informations, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas les exploiter. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, quand on est un particulier, je vous pose la question à tous les deux, tous les trois, quand on est un particulier, on est face à 3 populations qui ont 3 niveaux de formation, des référentiels différents. Donc déjà dans un contexte d'audit qui est complexe, hein, il faut comprendre comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, les travaux. Donc finalement, comment est-ce que vous vous militez pas pour avoir une convergence de l'ensemble des exigences pour l'ensemble des populations? Que ce soit diagnostiqueur, architecte et prestataire d'audit qualifié? Alors, moi, je ferai une remarque, c'est que tout dépend de ce que l'on veut faire de l'audit. Est-ce que je vends mon bien? Est-ce que je suis propriétaire, vendeur et que je me moque totalement de la destination de mon logement que je vais mettre en vente et c'est bien le problème de l'acquéreur? À ce moment-là, ce qui se passe dans l'immense majorité des cas, c'est qu'on demande au diagnostiqueur de faire un audit réglementaire auquel il va uniquement se préoccuper de l'état de la carcasse du logement et de l'état dans lequel on le découvre. Donc, on va découvrir un logement d'une certaine façon, avec une cuisine à tel endroit, avec des chambres à l'autre endroit, et avec la volonté d'isoler, changer de mode de chauffage pour l'adapter, pour décarboner le logement. Point. Pour que l'acquéreur puisse se saisir. C'est le vendeur qui paye. Le vendeur qui va payer. Ouais. Et il va donner l'information. Dans ce scénario de travaux qu'on va mettre dans l'audit, il va y avoir un montant chiffré des travaux à faire. Mais voilà, l'acquéreur, lui, lorsqu'il va récupérer ce logement, il va l'acheter, il va avoir déjà un audit, et l'audit va peut-être ou souvent pas correspondre à ce qu'il veut en faire. Ouais. Est-ce qu'il veut faire une extension de sa maison? Ce qui est souvent le cas. On peut acheter une maison qui fait 80 mètres carrés et vouloir faire une extension de 20, 30, 40 mètres carrés pour mettre la nouvelle cuisine aménagée sur l'extérieur, sur la terrasse. Donc, à ce moment-là, je vais changer complètement l'enveloppe. Donc, l'audit énergétique que j'ai initialement, c'est sympa, mais ça ne va pas m'aider à m'améliorer ma performance que moi je souhaite pour ma maison. Après, vous avez aussi la population du propriétaire occupant qui, lui, veut vraiment avoir un projet d'amélioration de son logement pour vivre au quotidien avec sa famille. Et donc là, l'approche de l'auditeur est totalement différente dans ce cas. Alors, le diagnostiqueur peut le faire aujourd'hui, mais ce n'est pas le rôle, je dirais, fondamental d'un diagnostiqueur. Le diagnostiqueur immobilier, ça reste sur une démarche de diagnostic hors contrainte de travaux. C'est beaucoup plus la démarche d'un auditeur, je dirais, historique sur cette démarche. Ouais. C'est bien la séparation entre les deux. Oui, mais le propriétaire occupant, on n'est pas dans le cadre de la vente alors finalement. Propriétaire occupant, il peut rencontrer un diagnostiqueur s'il a ses compétences du bureau d'études. Je rejoins Stéphane sur ce sujet. C'est une démarche qui est un peu différente. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les bureaux d'études sont moins... Alors, je suis désolé, je prends souvent le bureau d'études, sont moins présents sur ce marché parce que un particulier, c'est une approche bien particulière. Il faut souvent envisager les travaux d'amélioration de la performance dans la globalité, d'où que ma prime rénov devait toujours avoir 2 volets, un volet élément par élément et un volet rénovation globale. Si on est dans cette démarche de rénovation globale, il faut un auditeur qui suive l'état initial
et l'état futur du logement. Combien est-ce qu'il y a eu d'audits qui ont été réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov'? Parce que là, on a vu 250 000 dans le cadre Donc, des ventes. Depuis la création de MaPrimeRénov'? Oui, non, sur une Bah, année, il y en a combien qui sont rénovation globale. Parce que l'audit est utilisé sur la rénovation globale, il n'est pas utilisé pour des éléments. Oui, dans la rénovation globale, vous avez une idée? Donc, c'est minime. Hein. Si on est sur 60 000 par Ouais, an, on doit être lors de jeu. Ouais, donc voilà ce chiffre. Stéphano, un point de vue alors sur ce sujet, sur la convergence des exigences, c'est quelque chose qui est complexe, hein. Alors, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, hein. La convergence, elle a été voulue avec la fusion de l'audit réglementaire et de l'audit incitatif. Sauf que, comme cela a été très bien dit, l'audit réglementaire a une finalité, l'audit incitatif avait une autre finalité. D'accord? L'audit réglementaire, et c'est la même chose que pour les audits réglementaires dans les entreprises, hein, c'est une obligation d'avoir réalisé un audit. Donc, ça va dépendre de deux choses. Un, est-ce que je veux cet audit parce qu'on m'oblige à avoir un audit, ou est-ce que je veux cet audit parce qu'on m'oblige, mais je vais saisir l'occasion pour améliorer la performance énergétique de mon bien? Et ce n'est pas du tout la même démarche. Si je veux le papier, peu importe qui va faire l'audit, je prends n'importe quel prestataire, j'ai mon papier, on me dit qu'il me faut mettre le papier dans l'acte de vente, je mets le papier dans l'acte de vente. Si je suis dans une démarche... Ça fait un papier quand même qui coûte 800 €. Hein, Oui, mais il y a des responsabilités juridiques très lourdes. Ouais. Oui, mais c'est pas la même chose, quand on disait, de faire un audit juste pour vendre ou de faire un audit pour vendre et faire des travaux. D'accord? C'est pas la même chose et ça sera pas le même coût d'audit non plus. D'accord? Et puis n'oublions pas 800, 900, 1000 €. Si c'est pour vous faire gagner et optimiser les travaux à la fin, il faut peut-être mieux dépenser 1000 € au début, hein, pour optimiser les travaux à la fin. Oui, on est tous convaincus qu'il Voilà. faut réfléchir où on va Voilà. avant d'y aller, hein. Voilà. Mais si vous voulez, effectivement, si c'est juste pour avoir le papier, parce qu'on me demande d'avoir le papier, vous prenez n'importe quelle personne qui vous propose un audit à 200, 300, 400 €, parce que 800 €, je suis d'accord, en audit, c'est entre 800 et 1200 €. Bon, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un grand nombre de prestataires qui vendent leur audit 300, 400 ou 500 €. Voilà, ça c'est le bout de papier, mais on peut réfléchir pour aller plus loin. Mais du coup, il y a peut-être, on aurait peut-être dû garder alors cette distinction incitatif et Alors, obligatoire. nous, on avait milité, avec Calibat notamment, pour que s'il devait y avoir fusion, la fusion devait se faire vers le haut. Voilà. D'accord? C'est pas ce qui a été retenu. Ce qui a été retenu, c'est lié à la volonté de massifier, parce qu'au moment où on a sorti l'audit obligatoire, on s'est dit, oulala, il faut qu'il y ait des prestataires partout, parce qu'on ne veut pas que des ventes soient bloquées. Hein, donc, il faut des prestataires au fin fond de la Creuse, au fin fond de la Lozère, il en faut partout. D'accord? Donc, on a massifié. Parce qu'il n'y a pas de mystère. Si vous augmentez les exigences, vous diminuez le nombre d'acteurs, au moins au départ. Pour augmenter le nombre d'acteurs, au départ, il faut diminuer les exigences. C'est ce qui s'est passé avec l'audit énergétique réglementaire. Le contenu de l'audit énergétique réglementaire a été abaissé. Et d'ailleurs, la grille d'évaluation qui sert à évaluer les audits énergétiques, on l'a vu tout de suite, nos instructeurs l'ont vu tout de suite, les professionnels l'ont vu tout de suite. On regarde beaucoup moins de choses que ce qu'on regardait avant. Alors, on va regarder Jean-Michel, on va regarder la partie équipement, hein, pour les diagnostiqueurs. Là, on a fait à peu près le tour, mais on pourrait en parler encore longtemps. La partie équipement pour les diagnostiqueurs immobiliers. Oui, j'avais quand même envie de reposer une question pour relancer l'aspect, l'augmentation de ses besoins en audit énergétique. Est-ce que ce qui s'est passé cette année avec MaPrimeRénov', bon, effectivement, il y a une demande importante tant qu'il y avait de l'argent, puis après, il y avait moins d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours MaPrimeRénov' qui tire les audits qui vont inciter les propriétaires à rénover, ou est-ce qu'il y a d'autres besoins? Parce que tu parlais tout à l'heure du fait que les banques demandent de plus en plus le DPE, l'audit, pour financer les rénovations. Donc, est-ce que ça s'enclenche aussi de ce côté-là? Alors nous, il y a eu une conjonction cette année qui fait qu'on n'a pas vu de diminution de nombre de demandes de qualification d'audit. Pourquoi? Parce que la qualification d'audit, elle est portée aujourd'hui de plus en plus par le MAR. MAR, mon accompagnateur rénove. Puisque pour être MAR, mon accompagnateur rénove, il faut, si vous êtes un privé, être qualifié. Donc, il y a certainement eu
des baisses de demandes liées aux aides publiques, puisqu'il y a eu cette suspension. Mais comme il y a eu parallèlement une augmentation des demandes liées à la volonté d'être MAR, le nombre de demandes de qualification en audit énergétique maison individuelle n'a pas connu de diminution cette année. C'est l'essence même de l'origine du MAR. Le MAR, c'est l'accompagnateur Rénov', justement, pour pouvoir faire la passerelle de l'achat, si on achète un bien, et faire les travaux lorsqu'on est propriétaire. Donc l'audit énergétique est absolument nécessaire dans cette démarche. Et d'ailleurs, il doit être porteur de cet audit. Donc pour revenir sur ma prime Rénov' qui a été un peu déshabillée en début d'année, notamment sur la rénovation élément par élément, ça a vraiment arrêté l'audit énergétique dans la majorité des cas. Là, tant qu'on n'aura pas l'objectif d'un audit énergétique, c'est vraiment de réfléchir sur une rénovation globale. Si on n'a pas cet esprit de rénovation globale, donc, ayant travaillé un peu sur ma prime Rénov' en son temps, pendant le Covid, on avait vraiment deux options. On avait l'option de ma prime Rénov' qui allait être un outil d'aide incitative pour changer le mode de chauffage, pour aller influer sur des éléments, peut-être la ventilation, sur des postes, moyennement poste à poste. Mais l'objectif final, c'était donner un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire rénover votre logement, passer en A, passer en B. Comment le faire? Attention, on a un patrimoine magnifique en France, un patrimoine ancien qui doit être protégé, privilégié. Et ce patrimoine ancien, on doit connaître la thermique du bâtiment, comment elle réagit dans le bâti ancien. Et c'est pas avec la méthode 3C, elle fait ce qu'elle peut, mais elle fait que ce qu'elle peut. Donc il faut de la compétence, et de la compétence globale. C'est pour ça que l'audit énergétique est nécessaire. Les banques demandent l'audit, mais l'audit n'est pas une garantie de la réalisation des travaux. La seule garantie de la réalisation des travaux, c'est généralement simplement un DPE, quand c'est sur des solutions simples, ça va être ce qu'on appelle un DPE projeté, et auquel on va y ajouter un DPE après travaux. Je rappelle que les exigences de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, qu'on ait des DPE avant et après travaux. Il y a quand même maintenant des implications. Ce sont ces éléments-là que la banque pourra se sécuriser, mais s'il y a un audit énergétique qui est fourni au banquier qui va financer un acquéreur, il faudra que ça soit suivi des faits et des travaux, parce qu'il ne suffit pas d'un audit qu'on peut atteindre telle amélioration, il faut démontrer comment on le fait, et avec des factures à l'appui des travaux. Et le MAR a toute son importance. Jean-Michel, alors, donc, Oui, alors, revenons aux équipements. C'était aussi pour introduire le fait qu'effectivement, nous, de notre côté, ce qu'on voit, c'est ces différentes populations de professionnels qui s'équipent par le prisme de l'équipement en matériel. Et effectivement, on a pu voir donc chez Testoun, on aide ces professionnels à réaliser toutes ces prestations d'audit et de contrôle et de diagnostic. Donc, si tu peux passer la slide suivante. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, nous, c'est qu'il y a trois populations. Il y a effectivement trois façons d'aborder les problématiques de compétences. Et on a vu effectivement, comme Stéphane le disait, il y a eu dans un premier temps une convergence qui a peut-être été un peu tirée vers le bas, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les niveaux de compétences, ils ont été élevés, enfin, ils sont tirés vers le haut. Mais il y a encore un certain nombre de différences, parce que si je simplifie, aujourd'hui, par exemple, sur l'utilisation du matériel de mesure pour faire des diagnostics, aujourd'hui, on a une population qui est obligée par les textes de s'équiper. Par exemple, donc les professionnels qualifiés, ils ont une obligation de démontrer qu'ils sont équipés. Et donc, ça passe par l'achat de matériel, pour fournir des factures, comme quoi le matériel a été bien mis en œuvre dans leur entreprise. Et d'ailleurs, ça fait partie des contrôles aussi, j'imagine, dans le contrôle continu, que ces matériels continuent à être utilisés dans le futur. D'ailleurs, on a des clients qui achètent le matériel, puis après, une fois qu'ils ont la facture, ils nous le renvoient. Donc, on sait très bien que leur visée, on va dire, n'est peut-être pas forcément de faire des audits derrière. C'est peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'autres visées sur lesquelles les pouvoirs publics aujourd'hui se penchent, notamment dans le cadre de fraude. Côté diagnostiqueur, l'exigence de compétences, elle est montée très vite ces dernières années, puisqu'on est passé d'une formation de quelques jours à 15 jours, je crois. Et puis, dans les décrets, ce qui avait été prévu l'année dernière, donc depuis le 1er juillet 2025, la formation donc pour obtenir la compétence nécessaire pour faire les audits pour les diagnostiqueurs demande à ce que les diagnostiqueurs aient une compétence pour utiliser les appareils de mesure.
mais on ne leur demande pas de les posséder. Donc, dans un cas, on leur demande de posséder, mais peut-être que la compétence, elle n'est pas encore mesurée. Et puis, à l'inverse, on mesure la compétence, mais ils ne sont pas obligés de les posséder. Donc, voilà. Bon, c'est une petite anecdote pour dire que la convergence, elle va aussi se faire. Mais si vous devez choisir un auditeur, c'est sûr que l'auditeur qui vient équipé de matériel, eh bien, il aura probablement... pour un particulier, il verra peut-être un professionnel équipé avec du matériel sérieux par rapport à celui qui vient les mains dans les poches, bon, comme on dit parfois. Et pour la petite anecdote, les architectes qui doivent aussi réaliser des audits énergétiques, écoutez, les appareils de mesure, ils ne les achètent pas chez moi, donc je ne sais pas où ils les achètent, quoi. Donc, je ne vais pas pouvoir faire non plus de commentaires sur ce niveau d'équipement. Alors, si on prend par exemple le décret compétences diagnostiqueur, on leur demande d'avoir une compétence en réalisation de thermographie, donc savoir utiliser et interpréter ce qui est fait avec des caméras thermiques. On leur demande de savoir contrôler des systèmes de ventilation qui doivent pouvoir se contrôler soit en mesurant des pressions ou des débits. On va leur demander également de pouvoir mesurer des puissances énergétiques, des puissances électriques avec des wattmètres. Et puis, il y a des éléments qu'ils font déjà, notamment avec le DPE, tels que faire des mesures de surface, de volume, de parois, de parois vitrées, de parois opaques, d'ombre solaire. Enfin, voilà. Donc pour ça, il faut qu'ils aient des équipements de mesure, des lasermètres, voire des scanners. Et puis également des thermomètres pour pouvoir vérifier des problématiques telles que des endroits où il peut y avoir des problématiques d'humidité ou de remontée capillaire ou autre, enfin, pour rechercher un certain nombre de pathologies dans le bâtiment. Donc voilà, chez Testoon, on a créé des packs pour faire ce type de solution. Donc, pareil, voilà, c'est un exemple de pack matériel. Si on peut passer à la slide suivante. Ce pack-là, ils sont obligés de l'avoir pour réaliser la prestation d'audit. Alors, en gros, les qualifiés sont obligés de l'avoir. Les diagnostiqueurs sont obligés d'être compétents pour savoir utiliser ces matériels. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme. C'est parfaitement le cas. C'est forcément exact. C'est-à-dire les prestataires d'audit sont obligés d'acheter, Oui. finalement, et les diagnostiqueurs doivent savoir s'en servir. C'est ça. Oui. Donc, s'ils se mettent ensemble, ça va peut-être fonctionner. Oui. Oui. Bon, c'est une boutade, mais ça montre qu'on est encore dans un chemin d'harmonisation. Le diagnostiqueur, il peut savoir s'en servir, mais ne pas avoir le matériel, arriver chez le particulier sans le matériel. C'est toi qui le dis. Oui, c'est malheureux, mais c'est un peu le fait. Parce que il y a peut-être du matériel qui sont maintenant devenus un peu obsolètes dans certains cas, mais aujourd'hui, il faut maîtriser une caméra thermique. C'est pas un outil qui est quand même simple d'utilisation. On peut se tromper. J'ai des exemples judiciaires sur ce sujet. Et un vitromètre. Bon, généralement, tous les diagnostiqueurs devraient avoir un vitromètre dans sa mallette, parce que c'est ce qui est le plus simple à mesurer des vitres, un vitrage. Mais ce n'est pas des obligations. Il doit en avoir la maîtrise, et lors de la certification de compétence du diagnostiqueur auditeur, et on va vérifier qu'il a bien la compétence d'utilisation de ces outils. On peut peut-être passer. Donc là, pour faire un petit peu un point sur ce qu'on peut proposer, donc on a sur notre offre chez Testoon, notamment sur notre site internet, tout un ensemble de contenus qui sont des contenus adaptés aux différents types de compétences. Donc si vous préparez telle ou telle qualification, telle ou telle certification, telle ou telle formation, donc on va pouvoir trouver des guides de choix sur tous ces sujets. Et puis dernièrement, si tu veux, voilà, on a aussi réalisé l'année dernière, donc lorsque les 7 compétences clés en mesure sont parues dans le décret de compétences, on a fait une petite mini-série en vidéo avec des petits clips de 2-3 minutes. Et donc, si vous ne savez pas à quoi sert une caméra thermique, si vous ne savez pas à quoi sert un vitromètre ou comment ça s'utilise, eh bien, il y a ces petits clips de 2-3 minutes qui expliquent ces produits et à quoi ça sert dans le cadre d'un audit. Voilà. Voilà, je sais pas si je crois que c'était la fin de la présentation. C'était la dernière diapo. Si on donne une idée de l'enjeu financier sans regarder l'épaisseur du trait. Mais il y a des packs de l'ordre de 1000 à 2000 euros, c'est l'ordre de grandeur. Oui, donc c'est pas... Ouais, y compris avec des caméras thermiques. Alors, caméras thermiques, pour souvent, effectivement, bon, il faut savoir les maîtriser, mais aujourd'hui, c'est devenu des produits extrêmement abordables, donc pour quelques centaines d'euros, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était plutôt plusieurs milliers d'euros. Donc, il y a eu des énormes gains en termes de coûts sur ce type de matériel. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le frein, hein. C'est payé par un audit, hein, le pack matériel. Hein. Oui, donc c'est pas un enjeu. Donc on peut dire que les diagnostiqueurs, c'est peut-être une recommandation que vous faites à l'Alliance, que les diagnostiqueurs s'équipent systématiquement de matériel.
c'est une recommandation qu'on peut faire à tout professionnel d'avoir les Ouais. bons outils. Donc, que ce soit ce type d'outil ou d'autres, on ne peut pas aller en clientèle sans outils. Alors, merci Jean-Michel là, pour cette présentation. On arrive un peu au terme. On a dépassé un petit peu d'ailleurs, hein. Vous voyez, 1 heure, ça passe super vite. On a des petits quiz encore pour vous. Allez, Morgane, on va se mettre déjà sur le nuage de mots. Tiens, on va le tester, là, le nuage de mots, parce qu'on l'a pas mis, tout à l'heure celui-là. Prenez vos smartphones, cher public. Voilà. Voilà. Et puis vous pouvez saisir. Alors là, ça devrait fonctionner. Quel est selon vous le principal frein pour développer une activité d'audit énergétique? Comme ça, on va avoir quelques retours un peu d'expérience et ça va nous permettre on vous laisse saisir, hein, allez-y, les éléments. C'est amusant là, ce Slido là, qu'on utilise, ce système qu'on utilise avec les questions directement. Et puis on peut se poser, on peut faire un peu de small talk en attendant. On peut se poser la question, même 8 jours de formation pour faire de l'audit énergétique. Même si c'est quand même pas énorme non plus, hein. Quand on regarde les process de formation des ingénieurs, ils font beaucoup plus que ça, hein. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur ces jours de formation, parce que ce qui va compter, nous, et ce qu'on a du mal à comprendre quelquefois certains postulants à la qualification, c'est l'expérience. Voilà. On vérifie beaucoup l'expérience du référent technique, l'expérience professionnelle de l'auditeur. Hein. Parce qu'on nous dit, moi j'ai fait ma formation de 2 jours, vous avez vu, c'est marqué, c'est écrit, il faut faire une formation de 2 jours, on est qualifié. On dit non. 1, il y a des prérequis. 2, il faut que vous ayez l'expérience. Et ça, c'est très important, Et l'expérience. c'est pas que remplir un rapport. C'est ça. Non, et un audit énergétique, c'est pas mettre des cases dans un logiciel. Si c'était que ça, il n'y aura pas besoin de qualification. Je vois là ce qui remonte aussi, il y a fiabilité qui remonte. Là, c'est un peu plus, c'est ce que vous disiez. Alors effectivement, on voit les dérives qu'il y a eu, pas dans cet audit dont on parle lors des ventes, hein, mais l'audit Mon accompagnateur rénove. Il faut fiabiliser, éviter les dérives. Oui, mais les dérives, après, la fiabilité, tout ça est ténu. La fiabilité, ça peut être lié à un défaut de compétence. Et nous, on a demandé au pouvoir public de nous faire un retour d'expérience, puisqu'ils nous parlent de manque de fiabilité des audits, donc qui nous donnent des chiffres et des exemples concrets. Mais la fiabilité, ça peut être aussi dû à des comportements frauduleux. Hein. Aujourd'hui, 9 réclamations sur 10 que l'on reçoit en matière d'audit énergétique, c'est lié à des comportements frauduleux, liés eux-mêmes à un manque d'indépendance. Parce que quand vous avez un auditeur qui est mandaté par une entreprise pour aller faire un audit énergétique, vous pensez bien que l'auditeur, quand il fait son audit énergétique, il va certainement pas préconiser autre chose que ce que l'entreprise est capable d'installer. Bien sûr. Donc ça, ça c'est interdit, ça? On n'a pas le droit d'être mandaté par l'entreprise? C'est interdit. Je vous donne un exemple que je connais. Je peux vous donner un exemple que je connais bien. C'est un audit sur un bien précisant qu'il n'y a pas d'isolation et de pouvoir proposer tout un scénario de travaux pour atteindre la performance avec avoir des aides de MaPrimeRénov'. Mais quand on regarde l'immeuble est isolé en parois verticales, isolé en plafond, en toiture. Donc pourquoi on a déclaré l'immeuble pas isolé? C'est pour obtenir des aides. Et là, c'est une fraude. Oui. Donc il y a des fraudes. Voilà, merci beaucoup, chers conférenciers Thierry, Stéphane et Jean-Michel.